En 1946, il dit ceci. Il faudrait reconnaître que le chaos politique contemporain est lié à la décadence du langage et qu'on pourrait commencer à y remédier en s'y attaquant du côté des mots. Le discours politique est conçu de manière à faire apparaître les mensonges véridiques et le meurtre respectable, et à conférer une apparence de solidité au vent lui-même. Chacune et chacun d'entre nous peut apprécier par sa propre expérience l'extraordinaire progrès que nous avons réalisé dans la perversion du langage en 72 ans de communication de masse, de marketing, de marchandisation des contenus, de soft power et d'outils d'échange qui diffusent plus vite que nous réfléchissons parfois. Nous sommes en Andalousie, en un lieu désigné comme l'espace jadis d'une alliance, donc d'une parole. Vrai ou faux, les savants et les historiens peuvent le dire. Bien qu'en ce lieu et en ce moment de partage, nous sommes aussi dans un monde offert au vent mauvais et aux menaces multiples. Des menaces qui pourraient devenir des ruptures aux effets impossibles à anticiper. Et conséquence des mots pervertis qu'elle emploie, notre humanité ne s'écoute plus. Nous cheminons parmi nos pertes de confiance dans une guerre à la fois individuelle et de masse. Ces conflits intérieurs fabriquent nos guerres civiles. C'est pourquoi, à la faveur de notre présence sur cette terre d'Andalousie, je propose de mettre à l'agenda de nos vies la création d'une Andalousie de la parole. De quoi peut-il s'agir? La parole que nous diffusons par nos langages génère les situations dans lesquelles nous vivons. Sur la base de ce constat, pourquoi ne pas utiliser prioritairement, pas exclusivement, prioritairement, une des plus vieilles langues des humains, des plus pratiquées, des plus universelles, celle du commerce et de l'argent, et la plus jeune langue des humains en cours, celle des algorithmes, afin de déployer le projet d'une Andalousie de la parole. Avec quels objectifs? Premièrement, celui de véhiculer à grande échelle des formes éprouvées de partage du labeur et des richesses. Par exemple, celle de l'économie sociale et solidaire. Pour développer des créations d'entreprises capables d'apporter des réponses d'intérêt général, animées et gouvernées par une sorte de capitalisme social, capable de faire cohabiter et la créativité et la prise de risque, et des missions de service au public et une juste rétribution des équipes professionnelles. Et ce, prioritairement, pas exclusivement, dans les domaines de la santé, car de graves menaces se renforcent, de la sécurité, car de graves menaces se renforcent, de la voirie, car de graves menaces pourraient entraver nos échanges, de l'agriculture, car de graves menaces se renforcent, de l'environnement, car la biodiversité s'effondre, de l'énergie, car nous sommes des prédateurs inconscients, et des médias, car la pollution mentale et ses dérèglements augmentent. Deuxièmement, expanser de nouvelles formes de gouvernance de nos vies. Je dis de nos vies, car le pouvoir est dans nos vies. Par exemple, une commune, un quartier, ne devrait-il pas produire l'alimentation nécessaire à leurs habitants? Troisièmement, imaginer de nouvelles formes d'éducation, à l'instar de l'école de la nature et des savoirs ou de l'école du bonheur, par exemple en France, mais il y a d'autres initiatives ailleurs.
Cette Andalousie de la parole contribuera à fabriquer de l'autonomie pour chacune et chacun, tout en consolidant en chacun de nous la dimension collective de la vie. L'Andalousie de la parole fabriquera aussi du discernement, alors que la conjuration de la vitesse technologique et de la diffusion de messages en flux continu réduit notre capacité à réfléchir. Et l'Andalousie de la parole peut être également le geste de construction d'un grand dialogue en deux mouvements simultanés. Celui entre les générations et celui entre les jeunesses du monde. Ce rassemblement et ce séminaire sont un exemple d'Andalousie de la parole. Des têtes blanches, des têtes grises et des têtes flamboyantes se mélangent. C'est une nécessité d'urgence vitale, car jamais l'humanité ne s'est autant fragmentée, séparée, incomprise, ignorée, bien que nous communiquions sans cesse avec des laptops, des smartphones, des montres, et bien que nous ouvrions nos conversations à des réfrigérateurs, des box, des voitures, des objets. Jamais nous n'avons autant développé la solitude humaine. Tandis que nous baignons dans un flux d'images et de mots, nous semblons nous engager vers un irrémédiable isolement. J'ai évoqué les jeunesses du monde. Profitons de nos présences sur cette terre andalouse et regardons, si nous le voulons bien, les jeunesses d'Afrique et les jeunesses d'Europe. Les premières sont emprisonnées dans des pays quasiment hermétiques, dirigés pour la plupart d'entre eux par des élites indignes qui n'ont aucune considération pour leur population. De leur côté, les jeunesses d'Europe vivent dans un confort matériel égoïste, mais connaissent un continent situé à 14 km du leur. 1,5 milliard d'humains sont réunis par une menace qui peut devenir une réalité, celle de ne presque plus être en capacité de nous parler à l'horizon d'une génération. Sans enfermer le futur dans cette menace, il nous faut néanmoins en considérer la gravité et agir par nous-mêmes pour que celles et ceux dont nous attendons qu'ils agissent le fassent dans le sillage de notre mouvement exemplaire. L'Andalousie de la parole doit inventer des formes de rencontres physiques, de dialogue direct entre les populations d'Afrique et les populations d'Europe, certes pour maintenir les liens, mais tout en opérant une transformation de la nature de nos relations. Nous pouvons faire de la traversée de ce monde dense un chef-d'œuvre de fraternité utile à toutes et à tous. Comment? En nous saisissant des fils de la mémoire et de l'imaginaire qui ont été grandement endommagés par l'histoire imposée, par le pillage des ressources, par le viol des dignités et par la paresse des peuples. Nous, les aînés, nous abandonnons ces souffrances comme des déchets dans le cœur de nos jeunes. Ils participent de notre fierté qu'ensemble, jeunesse et génération réellement, et qui insidieusement nous gouvernent. Ils relèvent de notre dignité de passer notre expérience commune à la feuille d'or. Prenons appui sur l'expérience de cette Andalousie passée et commençons la transmutation par une Andalousie libérée des enfermements de l'histoire et des territoires, par une Andalousie de la parole montant depuis les cœurs vibrants et les mains en action afin de spiritualiser notre réalité et l'élever vers notre humanité. Enfin, écoutons ces paroles. Je veux espérer qu'un temps viendra où l'homme sera motivé par quelque chose de plus digne et plus élevé que son ventre. Un temps
où il existera pour le pousser à l'action une cause plus belle que celle d'aujourd'hui qui est celle du ventre, je conserve ma foi en la noblesse et en l'excellence du genre humain. Je crois que la douceur spirituelle et le désintéressement l'emporteront sur la gloutonnerie crasse d'aujourd'hui. Ainsi parlait en 1905 le journaliste et écrivain Jack London. Il avait alors 19 ans. Pour terminer, en cette période de formulation de vœux, et à l'unisson de ce que disait Jack London, comme de ce que disaient avec lui beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, fasse que nous, les seniors, nous nous mettions au service total de la jeunesse et de l'avenir. Et fasse que vous, les jeunes du monde, soyez audacieux et vous mettiez au service du beau monde suivant, celui que vous portez. Merci. Merci Patrick. Merci pour cette intervention introductive de la table ronde qui est partie de Babel et qui nous a ramené à notre monde que tu espères ressembler à cette Andalousie de la parole, même si ça peut sembler une utopie, c'est quelque chose qui nous appelle à nous projeter tout en nous ressourçant dans un patrimoine et une histoire qui est présente encore aujourd'hui. Donc merci pour cette introduction et je vais donc maintenant passer la parole à Abdelrahim Bouzelmat qui va nous faire une intervention autour de Al-Andalus, donc les raisonnements d'un épanouissement interculturel. Donc c'est une intervention qui va s'appuyer sur l'histoire, mais qui va accentuer l'aspect justement du réellement et de l'épanouissement interculturel. Bonjour, merci beaucoup à vous, je suis très ému, je suis très heureux d'être ici, parce que ça me permet de m'exprimer sur un sujet qui me tient à cœur depuis une quinzaine d'années maintenant. Alors, j'espère d'abord ne pas vous ennuyer avec tout ça, parce que il faut pas parler de l'histoire, c'est pas toujours simple, surtout lorsqu'on rapporte des faits, etc. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est, comme j'ai toujours fait d'ailleurs, c'est parler de l'esprit. Je suis très heureux que les enfants aient gardé en tête l'esprit de Cordoue, parce que c'est le titre que j'ai mis au cœur de mon livre, et non pas simplement des faits. Moi je suis de nature optimiste, enthousiaste, du coup je pense que notre monde va très bien, même si j'exagère un petit peu, mais j'aime un petit peu la poésie, du coup je vais vous en citer pas mal. Et je pense que les choses vont très bien aujourd'hui. Il faudrait protéger en fait ce que nous avons actuellement, cette amitié, cette fraternité qui nous unit. La preuve est ici, on est dans un hôtel, ça fait 3 jours que nous sommes là, on n'a pas encore été attaqué. Je veux dire, je pense que le monde dans lequel nous vivons est un beau monde. Et d'ailleurs, vous savez, on ne sait jamais l'âge d'or. Peut-être dans les siècles à venir, on parlera de cette période comme l'âge d'or. On ne sait jamais, quoi. Les Andalous à l'époque, ils ne parlaient pas de l'âge d'or parce qu'ils ne le savaient pas. Alors, c'est un exercice pas évident, je vais essayer d'extraire de cette histoire les éléments qui nous importent le plus. Et François Furet, dans son livre dans son livre sur la Révolution française, il dit, lorsqu'on parle d'un sujet aussi difficile, il faut annoncer la couleur, il faut dire d'où on parle. Eh bien, la couleur, la mienne, c'est celle de l'espoir, c'est celle qui nous invite à aller de l'avant et à travailler la main dans la main. Dans l'histoire de l'Andalousie, il y a beaucoup d'éléments sombres, bien évidemment, mais je vais essayer ici de m'astreindre à une période en particulier, celle du califat de Cordoue. C'est la belle période, la plus florissante. Elle dure une 50aine d'années, et c'est sur celle-ci que je vais mettre vraiment le curseur. Mais pour ce faire, il va falloir que je parte d'un contexte. Alors je ne vais partir pas de 711, l'année du débarquement, l'année de l'arrivée, mais plutôt de 750. D'abord, en préambule,
pour parler d'une coexistence réelle, parce qu'aujourd'hui, il y a des historiens qui sont très à la mode et qui nous disent qu'il n'y avait pas de coexistence, qu'il n'y avait pas ce foisonnement intellectuel que l'on connaît, qu'il n'y avait pas tout ça. Or, lorsqu'on interroge les poètes de l'époque, lorsqu'on interroge les gens de l'époque, lorsqu'on leur donne la parole, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement ça existait. Je suis très heureux que l'Alhambra et la grande mosquée de Cordoue soient là, parce que si ces deux éléments n'étaient pas là, on nous dirait de toute façon même ça c'est un mythe. Vous voyez. Donc, trois éléments. D'abord, dans les 3 années qui suivent l'arrivée des musulmans, d'abord les premières caisses de monnaie qui sont frappées ont une double face. Sur une face, il y a une abréviation latine. Sur l'autre face, il y a la formule de l'unicité divine, la ilaha illallah. Premier signe de coexistence. Deuxième élément, pendant des dizaines d'années, les musulmans et les chrétiens ont prié ensemble dans la grande mosquée de Cordoue, jusqu'à ce qu'Abdelrahman rachète l'autre partie et offre aux chrétiens une autre partie, parce que la communauté musulmane se faisait de plus en plus nombreuse. Et troisième élément, l'arabe n'a jamais cherché à supplanter de force les autres langues. Ça s'est fait au fur et à mesure, au moment où les jeunes érudits chrétiens et juifs se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas utiliser le latin pour autre chose que l'étude des Saintes Écritures, alors que l'arabe permettait l'expression artistique, culturelle et évidemment religieuse. Donc voilà. Et l'esprit de départ, celui qui a... Parce qu'on dit que les musulmans se sont efforcés d'être dans une coexistence. En fait, c'est le vivre ensemble, il est intrinsèquement lié à l'islam. Du coup, Abdelrahman Ier, quand il arrive en 750, il avait une connaissance de l'islam qui était poussée, doublée d'une spiritualité extraordinaire, et avec ça, des connaissances dans la philosophie, dans la poésie, n'a fait aucun effort pour faire de la place aux autres, parce que l'islam reconnaît les autres religions, et dans cette reconnaissance, il demande le respect. Qui connaît, respecte. Et c'est grâce à ça que, petit à petit, eh bien, cette coexistence, on a commencé par une coexistence, ensuite ça a progressé vers le vivre ensemble. Donc voilà. Abdelrahman Ier, il arrive, donc il s'échappe en 750, c'est un jeune homme qui a 17 ans. En janvier 750, les Abbassides battent les Omeyyades, confisquent le pouvoir, construisent une nouvelle ville qu'ils appellent Bagdad, et vers laquelle ils transfèrent tous les pouvoirs. Eh bien, tous les jeunes mâles, tous les garçons majeurs sont recherchés et exécutés pour couper court à toute velléité de retour au pouvoir. Voilà le contexte. Abdelrahman Ier, qui est né d'une famille qui est un prince, s'échappe. Sa pérégrination va durer 5 années et il va arriver en Andalousie. Et quand il arrive, il est reconnu par les dignitaires omeyyades à Cordoue. Il s'impose et il s'agit de résister à Abu Ja'far al-Mansour, qui est le plus puissant aussi calife de l'autre côté, et puis aussi le Maghreb. Il s'agit de résister au Maghreb. Mais Abdelrahman Ier comprend très vite qu'on ne résiste pas par les armes ou par la politique, mais on résiste par la culture, on résiste par la production et on résiste par surtout l'unité. Ça, il avait à l'esprit quand il arrive. Du coup, il n'entre pas dans le jeu des rivalités claniques, il n'entre pas dans le jeu des oppositions tribales, mais il a une idée, il a un rêve, c'est de construire à Cordoue le royaume qui a été perdu à Damas. Je vous invite vraiment à lire sa poésie, elle est d'une profondeur, d'une spiritualité absolument fabuleuse, et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir conservé quelques poèmes de lui. Voilà, donc il va mettre en place une certaine société où la coexistence est possible, où tout un chacun a la possibilité de grandir dans cette société et de la considérer comme sienne. Il y a une mentalité non pas de locataire, mais de propriétaire. Lorsqu'on se sent chez soi, on construit. Je vous renvoie à toutes les lettres que s'échangeaient les émissaires chrétiens qui étaient en Andalousie ou les émissaires juifs avec leurs coreligionnaires qui étaient dans d'autres pays. À ce titre, Hasdai ibn Shaprout, le premier ministre de Abdelrahman III, dont j'aurai à parler, dans une lettre, il dit « Cette terre que nous chérissons et que nous appelons séfarade et que nos frères ismaéliens appellent à l'Andalous. » Si ce n'est pas de la fraternité, il faudrait peut-être m'expliquer certains mots de la langue française. Bien.
Alors, Abdelrahman Ier donc, va mettre en place une société qui va permettre un épanouissement et un âge d'or. Il y a une longue évolution qui va durer 2 siècles environ. Et puis, au Xe siècle, il y a l'arrivée de ce jeune homme, Abdelrahman III. Il est brillant, il a à peine 20 ans, il arrive dans un contexte qui est extrêmement difficile, celui d'une guerre civile, et il y a une suspicion à son égard, en tout cas, à sa capacité à administrer un pays comme l'Andalousie, à l'Andalous, dans un contexte qui est très difficile. Mais tous les hommes de culture sont confiants. Et c'est à ce propos que Ibn Abi Abdelrabbi, le grand poète qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Iqd al-Farid, il écrit ce poème pour soutenir ce jeune homme qui a à peine 20 ans et qui prétend accéder au pouvoir. Il dit Bada al-hilal jadidan wal mulk radd jadid ya ni'mat Allah zidi in kana fiki mazid in kana lis-sawmi fatrun fa anta lid-dahri 'id. Une nouvelle lune s'est mise à briller et elle a coïncidé avec l'arrivée de ce jeune homme au pouvoir. Oh, grâce de Dieu, donne-lui encore, si tu pouvais encore lire un poème absolument magnifique. Donc, Abdelrahman III arrive au pouvoir avec le soutien de la culture. Alors, je vais rapidement vous brosser son petit portrait que j'ai écrit dans mon livre. Le 16 octobre 912, Abdelrahman al-Nasir monte sur le trône à l'âge de 20 ans. Et c'est le début d'un long règne de 50 années de gloire. Rien ne manque à ce jeune homme, il a en lui la fougue de la jeunesse et à sa disposition les meilleurs conseillers, une belle armée et un peuple dévoué qui aspire à la tranquillité. Il mène tout cela d'une main sûre, il est de père musulman et d'une mère européenne convertie. Il est blond et a les traits de sa mère, mais il préfère se teindre les cheveux en plus foncés. Bon. Le jeune homme est gracieux, tant qu'intelligent, il arrive au pouvoir. Voilà. Le tout jeune émir, dont l'accession au trône a longtemps été débattue, a divisé au plus haut sommet et soutenu par savants et lettrés. Il hérite certes d'un pays qui baigne dans une situation de grande crise, mais les érudits sont confiants. Le jeune émir est aimé d'entrée de jeu. Il donne une entière liberté de culte, noue des contacts poussés avec les grands sages chrétiens et juifs. C'est un homme avenant et un fidèle aux principes de l'islam. Il aime la religion, le monde des arts et encourage la science. En l'espace de 3 années, Abdelrahman III va redresser la situation du pays au niveau politique. Donc il apporte la paix et à partir de ce moment-là, eh bien, il va s'employer à donner à l'Andalous une véritable identité au-delà de toutes les autres. Et Cordoue et Bagdad entrent dans une formidable rivalité autour de la production du savoir, de sa maîtrise et de sa diffusion. Il est loin le temps où l'Andalous faisait appel aux savants de l'extérieur. Les Andalous, à présent, ont acquis une haute conscience de ce qu'ils sont, de leur génie et de leur créativité, de leur capacité à diriger le monde. Donc, Abdelrahman III mène une politique d'unité, encore une fois. D'ailleurs, de cette politique naîtra plus tard l'homme le plus connu chez les philosophes andalous, Ibn Rushd. Je voulais un extrait d'Ibn Rushd, ce qu'il dit, vous allez voir que ça va dans le sens de cette unité. L'extrait, il est tiré de l'exposition de la République de Platon, premier traité. Il dit, c'est Averroès qui parle, il n'existe pas de pire fléau dans le gouvernement social que la politique qui transforme ou divise une société en plusieurs autres. De même qu'il n'existe pas de plus grand bien dans les communautés que celui qui les rassemble et les unit. Donc ça, c'est la parole d'Ibn Rushd. Ibn Maïmonide, grand rabbin, grand médecin, né à Cordoue, à l'époque d'Averroès, dit de son côté dans son livre Le Guide des Égarés, il dit « Ces grands mots, MAX, que les hommes s'infligent les uns aux autres à cause des tendances, des passions, des opinions et des croyances découlent tous d'une privation, car tous ils résultent de l'ignorance, c'est-à-dire de la privation de la science. » Et vous connaissez les célèbres propos d'Ibn Arabi, qui a atteint un sommet avec son petit texte lorsqu'il dit « Mon cœur est une prairie pour les gazelles, c'est la table de la Torah pour les juifs, c'est-à-dire mon cœur est capable finalement de contenir tout le monde. » Nous avons là une pensée qui va vers l'unité et une pensée qui va vers tout ce qui relève de la cohésion. Donc, autre signe d'une société qui se porte bien.
Abdelrahman III a comme Premier ministre l'un des plus grands rabbins de l'époque, un grand médecin, Hasdai ibn Shaprut. Donc, il a comme Hasdai ibn Shaprut, c'est quelqu'un qui c'est un grand traducteur, c'est un esprit éclairé, éclairant, qui participe à la culture de l'Andalousie, et en même temps, c'est quelqu'un qui se préoccupe de l'avenir du judaïsme, qui propose un calendrier et qui va réorganiser le judaïsme. On parle à ce moment-là, au Xe siècle, non seulement de l'âge d'or de l'islam, mais aussi de l'âge d'or du judaïsme. Je vous cite Heinrich Graetz qui dit, dans son Histoire des Juifs, il dit à ce moment, sous le califat de Cordoue, la vie intellectuelle et religieuse des Juifs était tellement intense en Andalousie que cette contrée devint le centre du judaïsme et apparaissait aux communautés du dehors comme sous l'aspect d'un État juif. Bien. Hasdai ibn Shaprut n'est pas le seul. Il y a aussi l'évêque, donc là, chez les chrétiens mozarabes, l'évêque Rassimondo et Rabi' ibn Zayd, qui sont parmi les plus grands ambassadeurs d'Abdelrahman III, et encore mieux que ça, l'un des plus importants généraux de guerre d'Abdelrahman III était un chrétien. Bien. Donc, voici les arguments pour dire qu'il y avait un réel vivre ensemble. Alors, j'avance, 5-10 minutes. Bon, ok. Quand je commence, moi, c'est compliqué après. Vous me dire, hein. Donc, alors, voilà, il y a un brillant gouverneur qui est là. Et puis, on sait maintenant qu'à Cordoue, depuis l'arrivée de Zériab, alors Zériab, c'est quelqu'un qui était venu d'Orient et qui a inventé le phénomène de mode à Cordoue. C'est à Cordoue que la première fois on commençait à se mettre du déodorant. Il a inventé la mode, c'est-à-dire qu'il disait, écoutez, il y a des habits à mettre en été, des habits à mettre en hiver, il y a des couleurs aussi à mettre en été, d'autres en hiver, il y a une façon de s'asseoir à table, il y a une façon de manger, il y a les entrées, puis il y a le plat principal, et puis il y a le dessert. Tout ça s'est inventé à Cordoue à ce moment-là par Zériab. C'est quelqu'un aussi qui va révolutionner le monde de la musique. Les habitants de Cordoue aspirent au raffinement et sont réputés pour la solidité de leur foi, leur goût raffiné et leur savoir-vivre inégalable. Mais tout ça, c'est grâce à la fusion des cultures juives, musulmanes et chrétiennes qui ont permis un véritable essor culturel. Abdelrahman III succède son fils, Al-Hakam II, qui est aussi un grand érudit. Alors lui, il avait un côté particulier, c'est qu'il était obsédé par les livres. Il envoyait des armées dans le monde entier pour traquer les dernières productions intellectuelles et puis il les achetait à prix d'or. Il avait par exemple acheté le premier volume d'Ispahan de l'imam d'Ispahan, un livre qui s'intitule Kitab Rina. Il avait acheté 1000 dinars or. Alors, il m'a échappé le titre, merci beaucoup. En tout cas, la somme c'est 1000 dinars or. Voilà. Et c'est quelqu'un, donc. Alors, il a une bibliothèque qui est absolument fabuleuse, et ils vivent à Medina Zahra. Et j'ouvre une parenthèse sur Cordoue à ce moment-là. Alors, Cordoue, à ce moment-là, a entre 500 000 et 1 million d'habitants. Paris de l'époque en avait 20 000. C'est une ville où il y a des centaines d'écoles, dont 80 publiques. Al-Hakam, à lui tout seul, va fonder 27 pour les enfants pauvres, pour que tout le monde puisse aller à l'école. Il y a des dizaines de collèges. Nous avons 17 universités où des ateliers de copistes sont au service des chercheurs. Il y a 20 bibliothèques publiques. Il y a 50 hôpitaux où les soins sont gratuits et de qualité, qui sont gérés par des fondations pieuses. Et dans ce contexte-là, hommes, femmes et enfants, tous vont à l'école. Les rues sont pavées et éclairées la nuit. Et l'hygiène de rigueur, au moment même où on considère en Occident qu'il est péché de se laver et que les ablutions sont une forme d'impudicité, en tout cas une forme d'impudicité et d'interdit. Donc, il y a des écoles de médecine qui enseignent la chirurgie, qui enseignent la thérapeutique, qui enseignent la chimie. La mosquée de Cordoue, à elle seule, a une bibliothèque où il y a plus de 500 000 livres, 500 000 volumes. Il y a les volumes qui contiennent le catalogue, en tout cas il est de 44 volumes. Ça c'est pour le catalogue. Donc il y a aussi
une véritable capitale de l'esprit. Tous les savants qui se disent dignes de ce nom, tous les grands poètes vont à Cordoue, et c'est ainsi que Cordoue gagne son titre de joyau de l'humanité. Bien. Donc voilà, pour Cordoue. Et évidemment, il faut comprendre que les savants de l'époque, il n'y avait pas de séparation entre le savoir, tout était unité. C'est-à-dire que dans la grande mosquée de Cordoue, il y avait des livres de mathématiques, il y avait des livres de médecine, il y avait des livres des sciences en général. Pourquoi ? Parce que dans l'islam, on considère que tous les savoirs sont sacrés. Il n'y a pas de savoir profane ou sacré. À partir du moment qu'un savoir permet à l'homme d'aller de l'avant et de gagner en intelligence et en esprit, c'est un savoir sacré. Et donc, on pouvait entrer à Cordoue et lire des livres de mathématiques et lire des livres qui sont d'une autre discipline que celle strictement religieuse. Donc, voilà, il y a une unité de la science malgré la diversité des savoirs. Il y a une unité au niveau de la société malgré la diversité des croyances. Bon, je pense que je vais m'arrêter. Je finis sur un dernier petit point. Si vous voulez comprendre l'esprit de l'Andalousie, il ne faut pas demander peut-être aux historiens d'aujourd'hui, lesquels se livrent un combat idéologique atroce. Lisez tout simplement les Andalous. Et pour saisir l'esprit de l'Andalousie, et vous verrez comment est-ce qu'ils parlent de leur terre, juifs, chrétiens et musulmans, et vous vous rendrez vite compte qu'on était vraiment dans une véritable société qui permettait non seulement le vivre ensemble, mais également l'épanouissement interculturel. Merci beaucoup. Merci beaucoup Abdrahim de nous avoir fait découvrir, peut-être redécouvrir cet esprit de Cordoue et cette culture qui poussait à l'unité et qui mettait en avant la richesse qui provient justement de la culture et de la connaissance qui était centrale en Andalousie et qui en a certainement fait la force. Et je retiendrai aussi cette dernière recommandation que tu donnes, lire les Andalous. Je pense qu'effectivement, il serait important d'aller directement vers ces sources. Elles ne sont peut-être pas toujours faciles à trouver, mais c'est certainement la meilleure façon de comprendre ce qu'était cette culture. Nous allons maintenant donner la parole à Raphaël Manzo, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, et qui va nous parler, non pas de Cordoue, mais de Valence, mais on reste dans le même environnement, dans le même monde, et donc le cœur des trois cultures. Donc Raphaël, je crois que tu vas parler en espagnol. Voilà, donc l'intervention est en espagnol. Pour ceux qui souhaitent la traduction, normalement ça devrait être le canal 4. Si c'est pas le 4, vous essayez le 3. Si c'est pas le 3, vous essayez le 1. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a AISA Internacional el haberme invitado a dar esta ponencia y a todos vosotros por el interés en acudir a este congreso. He preparado una ponencia que va a tratar de símbolos, por eso os he traído un PowerPoint con imágenes para que sea más comprensible que solo las palabras. Lo que pretende esta ponencia es tratar de entender cuál fue el fracaso de la convivencia. Vamos a introducirnos en los mitos que están detrás del fracaso de la convivencia de las tres culturas. Para empezar, tenemos que situarnos en el siglo XI. Ese siglo es, digamos, el punto de inflexión entre la etapa del califato de Córdoba, y es justo cuando termina el califato que se realizan esta creación de diferentes pequeños reinos por todo Al-Ándalus, y allí pudieron convivir los cristianos mozárabes y los judíos a cambio de pagar hasta entonces una cantidad de dinero, un impuesto especial. Esto hizo posible que durante 400 años tuviera lugar este esplendor de la cultura andalusí, y donde no solamente el esplendor cultural, sino el valor más importante, que fue el de la convivencia.
Allí surgieron numerosas personalidades como Averroes, Maimónides, Moisés de León. Ibn Hazm de Córdoba escribió su Collar de la Paloma, que era el tratado del amor y de los amantes. Ibn Abentofail, que desarrolló una actitud ética y espiritual en el ser humano frente a las religiones colectivas con su obra El filósofo autodidacta. Y puede ser que esta sea la obra más importante de la literatura andalusí. Y donde más brilló ese espíritu de convivencia fue, sin lugar a dudas, en la comunidad sufí de Al-Ándalus, donde Ibn Arabi, que nació en estas tierras de Murcia, escribió estos maravillosos versos en su obra El intérprete de los deseos ardientes, que decía: oh maravilla, un jardín entre llamas, mi corazón se ha hecho capaz de aceptar todo, pasto para gacelas, convento para los monjes cristianos, templo para los ídolos, Kaaba para los peregrinos, las tablas de la Torá y el libro del Corán. Yo profeso la religión del amor. Con la Torá de Toledo tuvo lugar el comienzo de la destrucción de aquella convivencia, porque corrientes, digamos, fanáticas tanto del lado musulmán como del lado cristiano provocaron el final de aquella convivencia. Fue en ese momento cuando Rodrigo Díaz de Vivar aparece en la historia. Era un caballero castellano que su rey lo desterró de Castilla, pero él vivió durante 17 años como un cristiano mozárabe en Al-Ándalus y murió en Valencia. Fue entre los mozárabes donde él recibió el nombre de Sidi, Sidi, que es traducido para el castellano señor. Él fue uno de los grandes milagros del Creador, fue lo que dijo el historiador Ben Bassam del siglo XII, y él, junto con su mujer y sus hijas, gobernó sobre Valencia como príncipe de las tres culturas. Y su gran fama empezó a comenzar en el plano legendario en la obra del Cantar del Mío Cid, en donde en uno de sus versos se dice: Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor. Y esto es así porque el Cid, frente a su rey, el Alfonso VI, que le había desterrado, él era el defensor de las parias. Las parias fueron un acuerdo económico que tenían los reyes hispano-musulmanes con los reyes cristianos para que les defendieran frente a sus enemigos y de esa manera reinara la paz y la concordia en toda Al-Ándalus. Pero lo que sucedió, según nos contó en sus memorias el rey Abdalá de Granada, fue que el rey Alfonso utilizó por su codicia y por su ambición este sistema de los acuerdos de las parias como una forma de extorsión para destruir, debilitar los reinos musulmanes y tomarlos como había hecho ya con Toledo. Es frente a esta situación de verse en una necesidad de sobrevivir que los reyes hispano-musulmanes tuvieron que pedir ayuda militar a los almorávides. Los almorávides eran una corriente musulmana, digamos, fanática, integrista, y los reyes hispano-musulmanes sabían el peligro que corrían trayéndolos a la tierra de Al-Ándalus a defenderle contra el rey cristiano. Lo que sucedió fue efectivamente que una vez vencido al rey cristiano, los almorávides se quedaron en Al-Ándalus y de esta manera desterraron a los reyes andalusíes, y el rey y ellos fueron muy intolerantes con los mozárabes cristianos. Ahí empezó, digamos, a romperse la convivencia que durante 400 años
había existido en Al-Ándalus. El Cid se hizo famoso porque en la vertiente del Mediterráneo él solo fue capaz de detener el avance de los almorávides, y hay una leyenda que cuenta que una vez muerto sus hombres lo pusieron sobre su caballo y cuando los almorávides lo vieron huían despavoridos. Pero 80 años después, otra corriente fanática musulmana, que eran los almohades, irrumpieron en Al-Ándalus desplazando a los almorávides, y ellos fueron especialmente agresivos e intolerantes con los judíos sefarditas. De esta manera terminaron de romper esa convivencia entre cristianos mozárabes, judíos sefarditas y musulmanes. Hasta que en la batalla de las Navas de Tolosa una coalición de ejércitos cristianos se enfrentó a ellos y los derrotaron. De esta manera empezó, por así decir, la segunda parte de la Reconquista, que acabó en Granada en el año 1492. En aquella época fue justo cuando comenzó, inspirado en la poesía árabe, una corriente literaria que fueron los libros de caballería, el amor cortés y también las leyendas del Grial. Lo importante de aquella literatura, que empezó a desarrollarse a partir del siglo XI, fue que no solamente se ensalzaba el valor de los caballeros y su ejemplaridad, sino que era imprescindible el valor del sentimiento que se expresaba en el amor de un caballero a una dama. Y es en este sentido que el Cid se puede decir que su leyenda, en su relación con su esposa Jimena, se desarrolló de una manera por toda Europa y apareció en la literatura, en el teatro, en el cine, en la actualidad. Pero lo más sorprendente es que en el siglo XVIII se llegaron a componer nada menos que 40 libretos de ópera. Esto es algo completamente único en la historia. Ningún personaje histórico ni legendario ha desarrollado esta cantidad de fantasía, y esto simplemente se puede ver que desde un punto de vista psicológico es una necesidad de compensar la mentalidad racionalista, intelectual y patriarcal con una historia de amor, con una historia de sentimientos. Este tema de los sentimientos es necesario porque los valores, el comportamiento ético, la tolerancia, la convivencia son valores que están en relación con el sentimiento y no son solamente cuestiones intelectuales y de palabras. Y en este sentido, Abdelkader es un ejemplo que encarnó en la historia lo mismo que encarnó en la leyenda el Cid, el espíritu de un caballero ejemplar, una persona que había integrado la actitud ética de convivencia, que tenía un espíritu unificador, un espíritu mediador entre los hombres. Han sido muchos los tesoros que han quedado en la leyenda y enterrados en Al-Ándalus. En muchas partes de España se habla de los tesoros que dejaron escondidos. Pero desde un punto de vista simbólico, estos tesoros no solo representan el esplendor de aquella cultura, como ya hemos escuchado antes, sino también y sobre todo ese tesoro del vínculo, de la convivencia que tuvo lugar entre las tres culturas y que era un vínculo de sentimientos y no un vínculo de palabras. Esto precisamente empezó a desaparecer, ese vínculo coincidió con la muerte del Cid en el año 1099, que se dio la circunstancia que fue el mismo año en que los cruzados entraron en la ciudad de Jerusalén. De esta manera es todo un símbolo de que la muerte de esta actitud que encarnó el Cid en la leyenda, una actitud ética y de convivencia, no había desarrollado y moría con él, porque si esa actitud hubiera seguido adelante, no hubieran sido posibles las cruzadas, ni la reconquista, ni
la expulsión de los judíos, ni la expulsión de los moriscos, incluso su extensión a la conquista de América y aún hoy en nuestros días, la falta de ética y la falta de convivencia. En este sentido del fracaso de la convivencia entre las tres culturas, es significativo el hecho que sucedió cuando en 1897 se descubrió el busto de la Dama de Elche, porque no se sabía que existía la cultura íbera, y entonces popularmente se la conocía como la reina mora, viviendo en Al-Ándalus durante 400 años, pero que fue sepultado por todo lo que sucedió después. En este sentido, hoy en día es necesario este principio que salga a la luz, y de esta manera quiere buscar también un lugar en nuestra sociedad, un principio femenino de relación, de sentimiento, de eros, y esta es una obra de un célebre escultor valenciano, Manuel Valdés, que hizo hace pocos años, hizo esta escultura, pero lo original de ella es que tiene el título de la Dama Íbera, y lo original es que está formado por pequeñas figuras como la dama, del tamaño de 20 centímetros, el número de 22.000, que todas ensambladas hacen esta gran escultura del tamaño nada menos que de una esfinge egipcia. Y esto era la representación de esa fuerza de Eros capaz de unir todas las cosas y capaz de relacionar unas cosas con otras, y que los antiguos llamaban el Eros cosmogónico. También sucedió que en el siglo XI surgieron las leyendas del brillante. Se extendieron por Europa, pero hablaban también de que tenían un origen en la cultura judía y en la cultura musulmana. En el más célebre de los escritos sobre el brillante se cuenta la historia de Parsifal, que cuenta cómo un rey enfermo, que no tenía relación porque no tenía reina ni esposa, su reino estaba estéril y desolado. Pero cuando llegó el caballero Parsifal, encontrando el grial, trajo la curación al rey y la salvación de su reino. Es interesante porque las diferentes leyendas del grial aparecen muchas versiones de qué es el grial. En unos sentidos siempre hablan de que es un objeto maravilloso, misterioso, milagroso, pero y luego en los diferentes libros aparece como una piedra o como un vaso o como un recipiente, pero todos ellos son elementos que hacen alusión simbólica a la esencia del arquetipo de un principio femenino. Y esta leyenda, podemos decir entonces, que esta perseverancia en el tiempo durante tantos siglos, esa búsqueda de lo femenino, es necesariamente una compensación al racionalismo patriarcal que se ha impuesto en Occidente y que también está en la base de la cultura monoteísta, y que es necesario que encuentre una compensación con el principio femenino. Es interesante que también en el siglo XI nos encontramos que en la época histórica del Cid existían en los Pirineos, en el monasterio mozárabe de San Juan de la Peña, un grial que fue traído por el rey Alfonso el Magnánimo desde el Pirineo aragonés hasta Valencia, y hoy día se conserva en su catedral. En los últimos 20 años, aunque lleva muchos siglos en el lugar, en los últimos 20 años ha adquirido una gran popularidad, tanto en instituciones, en la gente, incluso en la Santa Sede en Roma le han otorgado el nombre del Cáliz de la Misericordia, y han declarado un año de peregrinación a partir justo de ahora, cada 5 años. Pero este grial, más allá de su dimensión legendaria, religiosa, histórica, es en sí mismo una verdadera obra de arte. Es una joya de la orfebrería medieval anterior a la época de las cruzadas, y que ha dado a Valencia, desde hace poco tiempo, el nombre de Valencia, la ciudad del grial. Es en este sentido
más significativo que este cáliz está compuesto por 3 elementos que pertenecen a las distintas culturas. La judía es la copa superior, el asa es una obra mozárabe y la base es una obra musulmana. La historia cuenta que este grial vino de Jerusalén cuando allí tuvo ocasión Jesús de realizar con él la proclamación de la nueva alianza que proponía el amor al prójimo y la no violencia. Y luego fue San Pedro quien de Jerusalén lo llevaría a Roma, y de Roma, para protegerlo del emperador Valeriano y una persecución que él hizo en el siglo III, fue llevada para ocultarla en el Pirineo aragonés. Allí, verdaderamente, es donde este grial se hizo en este monasterio de San Juan de la Peña, es donde verdaderamente se transformó en un grial mozárabe, porque está la copa superior, que os decía es la copa judía, el ornamento de oro que simboliza un corazón y también una alegoría del árbol de la vida, y la base es una naveta hispano-musulmana, posiblemente de Córdoba, que tiene una inscripción que ha sido transcrita como Lin Zahira, la más luminosa, radiante, floreciente. Pero el orfebre, además, tuvo la genial idea de, en el eje, en el tronco de que une los dos opuestos, la copa que mira hacia arriba y la copa que mira hacia el espíritu de la tierra, el símbolo del nudo de Salomón. Este era un legendario nudo que aquello que era atado, anudado por él, nunca más podía ser separado. Y este es el mismo simbolismo, el de la unión de los opuestos, que no pueden ser separados, el que utilizaron los alquimistas medievales para hablar de la obtención de la piedra filosofal, de la medicina universal, del elixir de la vida o de la eterna juventud. Ha coincidido que en este periodo de los últimos 20 años también ha surgido esta ruta que une el Pirineo aragonés con la ciudad de Valencia, que es cuando en 1424 llegó este grial a la ciudad de Valencia. Y también de manera sincronística se trazó el Camino del Cid, que nace también en Burgos y termina es una ruta turística y cultural que atraviesa nada menos que 2.000 kilómetros y que ha tenido en los últimos 20 años una gran popularidad. Y ahora termina en Valencia, que es ahora llamada la ciudad del Grial, pero Valencia ya de antiguo era conocida como Valencia del Cid. Así que dos elementos legendarios, como son el héroe o el legendario del Cid y el tesoro difícil de alcanzar, el Grial, han coincidido geográficamente en la ciudad de Valencia. Y además, no solamente en el lugar, sino que también representan dos elementos que pertenecen a la cultura mozárabe. Una cultura que fue un puente, un vínculo de convivencia entre los cristianos y los musulmanes, el Islam, que se desarrolló durante 400 años a lo largo del tiempo en Al-Ándalus hasta el siglo XI, y que primero los almorávides, luego los almohades destruyeron este vínculo de unión que a través del sentimiento había tenido lugar a que diera ese esplendor cultural a aquella civilización andalusí. Y es por esto que el Centro UNESCO de Valencia ha propuesto a este grial como un símbolo unificador para los hijos de Abraham, también como un símbolo para la cultura de paz, y que pueda ser llamado también como el grial de la concordia. Fue en 1998 cuando la UNESCO París Mediterráneo con la intención de crear un espacio que uniera a todos los ciudadanos de las orillas del mar Mediterráneo para trabajar por la paz, trabajar por el desarrollo
y de la seguridad, y que el Mediterráneo tuviera una voz propia. De esta manera se realizó el primer encuentro, que tuvo por nombre la Multaca de las Tres Culturas, en Sicilia, donde se encuentra el Templo de la Concordia, y que dio lugar en 1946 a inspirar el logo de la institución de UNESCO. Allí, en ese templo, que es un templo grecorromano, se daba culto a la diosa Concordia, que precisamente se la representaba con un cuenco, con un recipiente, con un grial en la mano para recibir las ofrendas, y en la otra mano llevaba un cuerno de la abundancia y un caduceo. Son símbolos de prosperidad, de paz y de equilibrio de opuestos. Lo que sucedió fue que 3 años después de aquel encuentro de Agrigento, tuvo lugar el atentado de las Torres Gemelas y la proclamación por Bush del eje del mal. Desde el propio inicio de la Multaca se bloqueó el proyecto esperanzador que tenía el Mediterráneo, y solo fue 5 años después cuando desde Valencia, el Centro UNESCO de nuestra comunidad, siguió haciendo estos encuentros anualmente, hasta este año que hemos celebrado el 20º encuentro en Agrigento. Hemos querido volver al lugar donde tuvieron los inicios este encuentro de la Multaca, y bajo el lema Mediterráneo de civilización y de paz se realizó además un hermanamiento simbólico entre el Templo de la Concordia y el Grial de la Concordia, y la promesa de seguir haciendo los encuentros mediterráneos a lo largo de todos los países de la zona. Y finalmente, la propuesta es que que ante esta crisis en la que nos encontramos de valores en nuestra sociedad, es un símbolo de unión y de totalidad que nos muestra, digamos, un camino para poder encontrar un entendimiento y una posibilidad de diálogo, y que nos invita sobre todo a reflexionar en torno a la dimensión interior del ser humano y también a nuestras raíces culturales, unas raíces que han estado enfrentadas durante siglos, y que ese enfrentamiento ha sido precisamente por la ambición, como fue Alfonso VI, por la ambición de los representantes políticos y religiosos que no han trabajado por verdaderamente la tarea, que es la de humanizar la tierra. Así, desde Valencia proponemos que esta propuesta de un corazón para las tres culturas, como un kilómetro cero para el renacer del Mediterráneo, como una puerta occidental de la ruta de la seda, y que proponemos seguir trabajando en el espíritu de la Multaca para desarrollar un tránsito hacia una cultura de paz y hacia una vía de convivencia. Muchas gracias. Gracias, Raphaël, merci beaucoup, merci pour cette intervention. Donc, il nous a présenté des figures. Là, on était sur des légendes, là, c'est sur des figures symboliques qui nous parlent encore aujourd'hui et qui permettent de se projeter, de construire, d'aller vers cette unité à travers ces trois cultures. Donc, merci à vous trois pour vos interventions. Nous avons un petit moment pour un échange, si vous avez des questions, si vous voulez un éclaircissement sur un point ou un autre. Donc vous pouvez prendre la parole. Alors je rappelle que là où on vient d'entendre un peu de musique, en fait on a un intermède musical qui est prévu à 7h15.
Donc nous allons prendre un petit quart d'heure d'échange et puis il y aura cet intermède après. Donc voilà, si quelqu'un veut prendre la parole, question. J'ai une question. Tengo una pregunta al señor Rafael. He visto hace muchos años una vez un boletín informativo sobre fiestas, ¿cómo se dice? Para fiestas festivas, no sé si es en Alicante o en Valencia, o en la región de Valencia, recordando los actos de los vencedores de la guerra contra los árabes. Aún parece que cada año parece que pasa eso. ¿No? Existe esa fiesta, ¿no? Sí, son muy populares. Es una forma de mantener vivo esa tensión de opuestos, pero está tomando actualmente una visión nueva. Hay una corriente que trata de que al final nosotros, por ejemplo, hicimos esa fiesta, pero al final dejaban las armas justo debajo del símbolo del grial. Era un hermanamiento, ¿no? Una lucha. Es un festival como un carnaval, es una cosa de amigos. Sí, pero veo que hay sentimientos de la victoriosa fiesta contra los moros. Así ha sido, pero ahora aparece el diálogo, aparece nuevo que está surgiendo. Bueno, cuando iba a Santiago de Compostela, aún ese ambiente existe todavía. Sí, está muy arraigado. Precisamente nosotros somos los primeros que vamos a dar un paso hacia la convivencia. Sí, nosotros eso es lo que hacemos, pero es que es una cultura que aún existe. No es, esos son los pensamientos que todavía siguen, ¿cómo se dice?, conmemorando la victoria, fiestas que tienen en contra los árabes y mozárabes de aquella época, que es una, ¿cómo se dice?, una cosa agresiva. No lo veo, que no es una fiesta, no hay agresividad. El padre, el hijo, es una familia. Unos son moros, otros cristianos. Todos tenemos la mitad de un lado y de otro. No se puede ocultar una parte. En la fiesta sale de una forma, digamos, espontánea. El tema, tú lo estás diciendo, se trata de un símbolo. Por eso la aportación que hacemos es un símbolo nuevo, porque estamos utilizando símbolos antiguos y los jóvenes tienen que encontrar otros símbolos nuevos para transformar su mentalidad, su actitud y a la sociedad. Bueno, espero que sea la moderna. Monsieur le Président Raphaël, je ne sais pas si vous êtes d'accord de la traduction que vous avez citée, la reina arabe. Moi, vous avez dit, parce qu'en Andalousie, il n'y avait pas que les Arabes, il y avait les Berbères, il y avait, comme bien Monsieur Bouzelmat a bien cité, un des émirs, sa mère était française et son père était arabe. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? En disant mort, ça veut dire arabe? En espagnol, c'est pas clair, c'est une parole spontanée qui vient, on dit la reine du monde. Ça, c'est objectif, ça, c'est des choses qui vont passer. C'est quoi? C'est une chose de l'histoire. C'est pas une insultation. Oui. Je pense qu'on a compris, c'est en fait, c'est juste que la traduction n'a pas été exacte. Le terme mort n'est pas traduit par arabe, traduit par une autre traduction. Et c'est vrai, vous avez dit mort et le traducteur a utilisé un autre mot. Je
pense que c'est rétabli. Il s'agissait bien Justement, je voulais non rétablir... pas que d'Arabes, mais de tous les musulmans qui parfois sont dénommés. Il y a d'autres mots hein, pour dénommer les musulmans qui étaient en Occident. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonsoir à tous, c'est pas une question hyper pertinente, je pense, mais vu que personne pose de questions, je me dis que je vais la poser quand même. Le mot andalouse, est-ce qu'il a une signification particulière, une histoire, enfin, s'il y avait moyen vite fait d'expliquer, ce serait bien. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez répondre à Al-Andalus. On n'est jamais sûr de l'origine du mot. Il y a beaucoup de choses qui ont été avancées, mais il n'y en a aucune qui soit décisive. On a dit que c'était occupé par les Vandales, et puis les musulmans ils ont retiré le V, et puis ça donnait Andalusia au début, ensuite le V s'est perdu, cours de route, et puis c'est devenu Andalusia. Alors, il faut faire la différence. Hein. L'Andalousie, aujourd'hui on parle d'Andalousie pour aller plus vite. Mais l'Andalousie, c'est aujourd'hui la région du sud de l'Espagne. On parlait d'Al-Andalus. D'accord, c'est ça le vrai terme, Al-Andalus. Et qui n'a pas grand-chose à voir avec lorsqu'on dit Andalousie. Mais il y a des historiens qui ont avancé certaines... mais rien de sûr, en fait. Voilà. Alors, pour juste répondre, en Espagne, on les appelle les Maures, et puis en France, on les appelle les Sarrasins. Donc voilà. Après, lorsqu'on parle des Arabes d'Espagne, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on renvoie surtout à la langue arabe, parce qu'ils parlaient tous l'arabe, ce qui fait que, évidemment, c'était une société plurielle, où il y avait des Berbères, où il y avait des chrétiens arabes, où il y avait des Juifs, mais souvent, lorsqu'on dit les Arabes d'Espagne, ça renvoie à la langue arabe. Question au fond, la main. Bonsoir. Merci pour vos interventions. J'ai noté qu'il était beaucoup question de l'unité de l'Andalousie. Unité au sens politique, notamment expliquée par le fait qu'il y avait une espèce d'âge d'or culturel. Et je me demandais du coup, comment expliquer la défaite de l'Andalousie ou la reconquista, si vous préférez. Merci. C'est un sujet de thèse, ça. Hein. Je vais essayer d'être très court. Après Al-Hakam II, Al-Hakam II meurt, il avait une santé chancelante, une santé fragile, et quand il meurt, il laisse un enfant mineur qui ne peut pas accéder au pouvoir. Son pouvoir, le pouvoir a été placé sous une régence, c'est-à-dire qu'il y a un homme très charismatique qui s'est imposé à tous et qui s'appelle Al-Mansour. Hein. Je vous renvoie au livre Al-Mansour, le fléau de la mine, et qui s'est imposé. Mais le problème, c'est que lorsque Hicham II est arrivé à sa majorité, les Amirides, ils lui ont pas rendu le pouvoir. Ils lui ont pas rendu le pouvoir, mais comme Al-Mansour était un homme fascinant qui a livré plus de 60 batailles, qu'il a toutes remportées, du coup, Hicham II n'a pas eu le courage de prendre le pouvoir. Le problème, c'est que quand Al-Mansour meurt, c'est le fils de Mansour qui prend le pouvoir, et le pouvoir ne revient toujours pas aux Omeyyades. Et quand le fils de Mansour meurt, c'est encore le petit-fils. Les Omeyyades vont se révolter, il y aura une grande révolte et une révolution à Cordoue qui va entraîner la chute du califat en 1031, et à partir de là, les Berbères entreront dans Cordoue, la soumettront à un pillage, et il y aura une atomisation du territoire en 22 cités-États. C'est-à-dire que, comme il n'y a plus de pouvoir central, comme le califat a été aboli, eh bien, chaque région va devenir autonome et même complètement indépendante. Alors, il y a un contraste frappant là, c'est que vous avez d'un côté la culture qui est
extrêmement élevé parce qu'ils se livrent à des concurrences au niveau de la culture, mais en même temps, il y a un affaiblissement au niveau politique, au niveau militaire, ce qui fait que la première catastrophe arrive en 1085 avec la prise de Tolède, et c'est ce qui marque chez les Espagnols ce qu'on appelle le début de la Reconquista, c'est-à-dire avec la prise de Tolède. Et à partir de la prise de Tolède, il va se passer quelque chose d'extrêmement grave, c'est que les Andalous ne seront plus en capacité de se défendre tout seuls. Et ils vont devoir faire appel aux Maghrébins, où il y a un pouvoir très fort avec les Almoravides. Les Maghrébins vont intervenir militairement. Au fil du temps, ils vont confisquer le pouvoir aux Andalous. Et à partir du moment qu'un État ne peut plus assurer sa sécurité, c'est le début de la faillite. Merci. Permettez-moi de poser une question en arabe. وجدت في محاضرتكم جميع التقريبات يعني تجتهد على ان المرابطين كانت هي دولة المرابطين هي كانت السبب يعني في تحطم ما يسمى بالعشماع بين الديانات الثلاث. ألا تعتقدون أن ردة فعل المرابطين كانت هي ردة فعل لما وقع للمسلمين في الأندلس؟ والدليل على ذلك ما وقع بعد ذلك يعني عند نهاية حكم بني الأحمر وما ترتب عنه من يعني تحطيم جميع ما كان يملكه المسلمين أو اليهود من تراث ومن معتقدات ومن كتب. شكرا. Bon, oui, c'est parce que, si vous voulez, il y a une divergence d'opinion, parce que les Almoravides, lorsqu'ils interviennent militairement en Espagne, ce sont les Andalous qui vont les chercher, parce qu'ils ne peuvent plus assurer leur sécurité face aux agressions chrétiennes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent que c'est à cause des Almoravides, c'est à cause des Almohades, etc. Bon, les Almoravides entrent pour défendre dans un premier temps. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment que les Andalous ne peuvent plus assurer leur propre sécurité, ils dépendent de l'étranger. Et quand on dépend de l'étranger, forcément, eh bien, on ne peut pas survivre longtemps. Raison pour laquelle, lorsque la chute des Almohades entraînera la chute des villes de Cordoue en 1236 et celle de Séville en 1248, et on ne parlera plus que du royaume de Grenade. Mais le royaume de Grenade lui-même va dépendre des Amirides du Maghreb. Vous voyez? Donc c'est ça en fait, il n'est pas question de dire qui a raison, qui a tort, mais c'est que les Andalous, parce qu'il fut un temps où les Andalous gouvernaient le Maghreb aussi. Au Xe siècle, le califat de Cordoue avait confisqué tout le territoire, le nord de Tanger jusqu'à Alger, c'était andalou. Il avait pris, et puis il avait verrouillé les frontières en fait, il avait verrouillé le détroit de Gibraltar parce qu'il avait peur des Fatimides. Mais les Almoravides sont intervenus militairement, mais le problème c'est que les Andalous ne pouvaient plus assurer leur propre sécurité. C'est ce qui a entraîné la chute. Je ne vais pas faire mon Marseillais, là il y a mon bouquin si vous voulez le prendre et l'acheter, donc n'hésitez surtout pas, il y a pas mal de choses dedans. Très bien, merci. Une dernière intervención, parce que... Una pregunta para el señor Rafael. ¿Cree usted, con todo lo que está pasando en el mundo ahora, con el tema del terrorismo y de los árabes que son terroristas y tal, volverá a ser Andalucía y volverá a ser la convivencia en la normalidad? Tenemos un largo viaje, comienza dando un paso. El Sheikh en Túnez ha apostado por la convivencia y hay bastante gente que está en esa dirección. El futuro no lo sabemos, pero lo tenemos que construir entre todos. Federico Mayor, el antiguo presidente de UNESCO, él siempre decía que la fuerza de la palabra tiene que ser más grande que la fuerza de las armas. Ese es nuestro empeño, y cuando eso vaya rompiendo ese equilibrio, entonces quizás es posible una convivencia y una humanidad más solidaria y justa. Très bien. Merci à vous trois pour votre intervention. Non, c'était juste pour dire, justement, en exemple de vivre ensemble, il a posé sa question en arabe. Abdelrahim, il ne l'a pas traduit.
Et il a posé sa question en espagnol, ça n'a pas été traduit, donc on est tout seul, chacun de son Mais côté. je pense que ceux qui voulaient la traduction, nous avons prévu ça pour les traductions. Donc les traductions ont été normalement faites, si ça n'a pas marché, bon, il y a peut-être un problème technique. Mais... Donc je pense que là on arrive au terme, je vous ai dit 7h15, il faut qu'on soit tous en bas à l'entrée de l'hôtel. Donc merci à tous, merci aux 3 intervenants. N'oubliez pas de ramener...